Au milieu d'une actualité dominée par les brutales évolutions géopolitiques que nous connaissons et qui écrasent tout sur leur passage, notre pays commémore cette année 2 faits majeurs de son histoire qui modèlent aujourd'hui encore nos consciences. Les 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo qui a vu 12 personnes mourir pour des dessins et 11 autres être blessés, dont plusieurs grièvement, et les 120 ans de la loi de séparation des églises et de l'État. Cette loi de 1905, qui est une étape cruciale dans la conception de la laïcité qui fait la singularité de la France. Alors pour évoquer ce principe fondateur, Laïcitad, le podcast de l'Union des familles laïques, reçoit aujourd'hui Pierre Ouzoulias, le sénateur communiste des Hauts-de-Seine, vice-président du Sénat, et ce n'est pas sans importance, Limousin d'origine, sa famille étant enracinée en Haute-Corrèze. Dans son travail parlementaire, il porte une attention particulière aux questions liées à l'éducation, nous en parlerons, mais pour entrer directement dans le vif du sujet, Pierre Ouzoulias, vous avez déposé une proposition de loi pour moduler les aides publiques en fonction des indices de position sociale des écoles privées. Et où en est-on de cette proposition ? Alors, bonjour à vous. Je suis très, très honoré d'être reçu sur vos ondes. Et puis, Dominique Parpon, vous l'avez rappelé, je me sens quasiment au pays avec vous. Alors, cette proposition de loi a été reprise dans un texte d'une envergure un peu plus importante par le groupe socialiste au Sénat, qui a ajouté un certain nombre de dispositions qui complétaient ma PPL qui était limitée à quelques articles. Elle a été présentée et discutée dans l'hémicycle en séance publique au Sénat et rejetée, bien évidemment. Ce qui vous donne quand même l'état des forces du camp laïque aujourd'hui au Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc sur ces questions de scolarité, la droite sénatoriale nous accuse de vouloir relancer la guerre scolaire et estime qu'il n'y a plus rien à discuter, que les choses ont été réglées définitivement par la loi Debré, et elle est dans un relatif déni par rapport à ce que nous observons dans tous les territoires, pas seulement les métropoles, c'est-à-dire le fait que de plus en plus, les établissements privés sous contrat, écoles confessionnelles très largement, sélectionnent les élèves et les familles en fonction de critères économiques, ce qui fait que les indices de positionnement sociaux de ces établissements grimpent dans des proportions très importantes. Juste prendre l'exemple des Hauts-de-Seine, je suis sénateur des Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine, les 10 établissements qui ont l'IPS le plus fort sont tous des établissements privés. Dans des communes comme Neuilly ou d'autres, je pense que ça parle à tout le monde. En revanche, les établissements qui ont les IPS les plus bas sont tous des collèges publics. Et là, j'ai eu dernièrement les derniers chiffres. C'est une évolution qui continue et qui s'accélère. C'est-à-dire que pour les établissements qui avaient un IPS autour de 140, aujourd'hui, ils sont à 160. Les établissements qui ont un IPS bas sont autour de 70, avec une moyenne nationale qui est autour de 90, si je me souviens. Donc, il y a une accélération de ce qu'on peut appeler, moi j'ai pas peur de ces mots, une forme de communautarisme. On cultive l'entre-soi. Et des gens, pas pour des motifs religieux, parce qu'il y a plus de 15% des familles qui envoient leurs enfants dans des écoles privées sous contrat pour des raisons religieuses, mais les familles souhaitent que leurs gamins aillent à l'école avec ceux qui sont à peu près du même niveau social qu'eux. C'est ce que Madame Oudéa Castéra avait dit en toute innocence, qu'elle souhaitait que ses enfants retrouvent les enfants de ses amis. C'est ça. Donc la grande promesse républicaine qui a été défendue par Jules Ferry, à savoir que l'école c'est le creuset de la nation et que sur les bancs de l'école publique on retrouve le fils de riche, le fils de pauvre qui font nation.
Voilà, ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui en grand danger. Parce que... Alors, oui, pardon. oui. Donc, ce débat que vous avez eu, et la proposition a été repoussée, mais il reviendra, ce débat est percuté aujourd'hui par l'actualité. Et est-ce que l'on peut dire que la collectivité finance l'enseignement privé sans aucun contrôle? Oui. Ça a été montré à plusieurs reprises. Alors, ça a été montré par une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, mais que les détracteurs de l'école privée, de l'école publique, ont dit qu'elle était très orientée, très politique, sauf que la Cour des comptes est arrivée rigoureusement au même constat. L'enseignement privé sous contrat n'est pas contrôlé par l'État. C'est une forme de franchise. L'État verse, alors l'État, les collectivités versent, on n'est pas sûr du chiffre, autour de 15 milliards par an, mais là aussi, on est dans le flou, parce qu'il n'y a pas un relevé précis des sommes d'argent public qui sont versées au privé. Et ces 15 milliards, aujourd'hui, servent à faire fonctionner des établissements qui sont en concurrence directe avec les établissements publics. Il n'y a pas de contrôle de l'argent, il n'y a pas de contrôle de la pédagogie, et malheureusement, les terribles affaires qui sont en cours montrent qu'il y a une forme d'impunité collective qui fait que dans un certain nombre d'établissements, on en découvre tous les jours, il y a des sévices qui sont perpétrés par les équipes éducatives contre les enfants. C'est pas des paires de claques, c'est des choses beaucoup plus graves que ça. C'est des viols. C'est-à-dire que on assiste en ce moment dans les écoles privées catholiques sous contrat au même mouvement qui a secoué l'Église française au moment où une commission indépendante a révélé qu'il y avait eu 300 000 atteintes sexuelles perpétrées par des religieux ou des laïcs. On en est au même point. Alors, je ne sais pas si on finira à 300 000, mais aujourd'hui, la collecte est en cours. Mais c'est incroyable que le contrôle qui est organisé par la collectivité ne s'applique pas sur ces établissements d'enseignement privé, et qu'on ne sache même pas quelle est la somme que l'on consacre à cette dépense. C'est un peu surréaliste, pardon de le dire. Oui, et c'est pas respectueux de la loi. La droite nous reproche souvent à la gauche laïque de vouloir mettre à bas la loi Debré. Mais moi, je dis, aujourd'hui, le premier objectif, c'est d'obtenir le respect de la loi Debré. La loi Debré n'est pas respectée. La loi Debré, elle organise les écoles privées sous contrat. C'est-à-dire que, en principe, l'esprit de la loi, c'est que chaque établissement, de façon isolée, négocie avec l'État un contrat, lequel contrat est bien évidemment surveillé par la puissance publique. La réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est que le ministère de l'Éducation nationale organise une négociation nationale avec les représentants du culte catholique qui reçoivent une somme par région et qui ensuite la distribuent à chacun des établissements avec des critères qui sont connus que d'eux seuls. Donc, il peut pas y avoir de contrôle des établissements quand l'État lui-même abandonne complètement sa première mission, qui est de contractualiser avec chaque établissement. Et donc, ce qui est pas du tout dans la loi Debré, il y a eu une forme d'institutionnalisation des représentants de l'école privée catholique confessionnelle. Alors, élargissons un peu la focale de notre réflexion. On cite souvent la première phrase d'un discours du prix Nobel de la paix, Ferdinand Buisson. Il a dit en 1903 que le premier devoir d'une république est de fabriquer des républicains et de faire des républicains, mais on oublie la suite. Dans la phrase d'après, il ajoutait « c'est qu'il ne s'agit rien de moins que de faire un esprit libre ». Cette volonté d'émancipation qui, au-delà de la séparation des églises et de l'État, fonde la laïcité, de votre point de vue, est-ce qu'elle ne perdrait pas du terrain aujourd'hui? Mais ce qui distingue de façon essentielle et quasi philosophique, comme le dit Ferdinand Buisson très justement, l'école publique de l'école
catholique confessionnelle, c'est que l'école confessionnelle, elle enseigne des dogmes religieux, c'est-à-dire des idées d'ordre religieux sur lesquelles la raison n'a pas prise. À l'inverse, l'école publique, elle enseigne la critique. C'est son essence première. Et c'est à ce titre qu'elle est l'héritière des Lumières du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'elle répond à l'exigence de Kant, tel qu'il le manifeste dans son texte sur qu'est-ce que les Lumières, où il demande à chaque individu, chaque citoyen, puisque nous sommes en République, d'avoir le courage de soumettre toutes ses opinions à la lumière de la critique raisonnable, toutes, y compris la religion. Voilà. Et ça, c'est ce qui distingue fondamentalement l'école publique de l'école privée. Et je crois qu'il faut en revenir à ça, c'est-à-dire redonner aux parents la possibilité de choisir l'école publique parce qu'elle fait un choix religieux. Un choix philosophique, excusez-moi. Un choix philosophique qui est de donner à ses enfants l'accès à la raison critique. Et ça, c'est fort. Aujourd'hui, il faut dire les choses. Pourquoi il y a un tel mouvement vers l'école privée ? Parce que, et la ministre de l'Enseignement national, Madame Oudéa Castéra, l'avait dit très justement, on met nos gamins à l'école privée parce que les profs sont plus remplacés. Hein. Alors, dans le 7e arrondissement de Paris, l'argument était un peu gros. Mais ailleurs, et moi je peux vous dire dans les Hauts-de-Seine, j'ai alerté la ministre là-dessus, il y a des enseignements qui ne sont toujours pas assurés depuis la rentrée. C'est pas que les profs manquent, c'est qu'ils ont jamais ils ont été mis en poste dans certains établissements. Donc après, des parents qui veulent le mieux pour leurs gamins, et je ne peux pas leur reprocher, choisissent le privé plutôt que le public. Donc pour restaurer la laïcité n'a pas les moyens. La laïcité n'a pas les moyens de son expression. Non. Et on parle souvent des territoires abandonnés de la République. Moi, je vois aussi des territoires dans lesquels la République n'est plus présente parce qu'elle n'assure plus ses missions fondamentales. Et c'est ça le problème. Hein. Moi, j'ai rencontré des moments à Nanterre, là où se sont déroulées les émeutes urbaines, qui m'ont dit cette phrase terrible: la République, c'est un truc de riche. La République, ça fonctionne à Neuilly, mais pas chez nous à Nanterre. Chez nous à Nanterre, on est obligé de se battre pour le remplacement des profs. Et nos gamins, on sait que quand ils ont une scolarité au collège, ils ont perdu sans doute un an par rapport aux autres. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. On ne peut pas avoir de République laïque si on n'a pas de République sociale. Et ça, c'est un point fondamental. Oui. C'est pas acceptable. Donc, il faut absolument que l'État reprenne les choses en main pour assurer la totalité de sa mission de service public. Aujourd'hui, ne le sont plus. Alors, il arrive même que la laïcité, que l'on croyait un fait acquis dans notre République, soit attaquée par une partie de la gauche même, qui accepterait de voir transformer ce qui est un principe constitutionnel en une valeur à la définition plus subjective liée aux évolutions politiques et sociales. Et vous, comment vivez-vous cette évolution d'une partie de votre famille politique ? Alors, famille politique, plus ou moins. Au sens large. Au sens large, la gauche, on va dire. Il y a bien évidemment, et je crois que ça pose un problème à tout le monde, une forme de colonisation de la laïcité à la française par des idées de type anglo-saxonne, qui considèrent que la laïcité, c'est le bien vivre ensemble, expression que je ne supporte pas. C'est-à-dire une forme de neutralisation des conflits religieux potentiels. La laïcité, c'est la recette de cuisine qui permet au sein d'un plat de faire cohabiter des légumes qui n'ont pas tout à fait le même temps de cuisson. J'exagère, mais c'est un petit peu ça. Or, la laïcité telle que l'ont conçue Aristide Briand, Jaurès, Ferdinand Buisson, c'est avant tout un instrument d'émancipation. Et ça, on l'oublie.
C'est-à-dire que c'est une loi de liberté, mais c'est aussi une loi de libération des consciences auxquelles on donne la possibilité de s'émanciper des dogmes religieux. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement oublié, parce que dans une partie de la gauche, et je vois les prémices de cette pensée chez Foucault et chez d'autres penseurs, il y a une forme de distanciation par rapport à tout projet collectif. Foucault le disait, tout projet collectif est par essence totalitaire. Donc, essayer d'assigner à la République un projet commun, collectif, qui est celui de l'émancipation de tout le monde, tous les citoyens et les citoyennes, ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui est discrédité et qui est vu de façon très négative. Donc là, il y a un processus philosophique lourd. Il faut traiter les choses pour, au contraire, montrer que le projet républicain a toute sa place dans la société du XXIe siècle. Et l'émancipation, de ce point de vue, ne serait plus un horizon, finalement. Non, tout à fait. Non, tout à fait. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est l'individu, et l'individu restreint à son identité affirmée, supposée, ou même parfois déniée. C'est-à-dire que vous êtes assigné à ce que vous représentez. Alors, d'un point de vue ethnique, religieux, vous êtes dans une case. Et la société n'est plus que la juxtaposition d'un certain nombre de ces cases auxquelles il faut restituer leur identité. Donc, il n'y a plus de projet collectif, il n'y a plus de projet de société. Et je pense que c'est ce qui nous manque le plus en ce moment. Alors, curieusement, la pratique religieuse, et toutes les études sociologiques le montrent, la pratique religieuse dans nos pays, et singulièrement en France, est en très net recul depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec même une accélération de ce phénomène ces dernières années. Et pourtant, nous avons l'impression que le fait religieux domine en permanence le débat public jusqu'à l'influencer parfois. Est-ce que c'est un constat que vous faites aussi? C'est-à-dire, d'un côté, les citoyens au sens large se désintéressent du fait religieux, et ceux qui les représentent les ramènent toujours à ça. Vous faites ce constat? Alors, oui, il y a deux mouvements qui sont en effet très nets. Une sécularisation qui continue, qui progresse à son rythme. Aujourd'hui, on pense qu'il y aurait environ 55% de Français qui se déclarent sans religion, ce qui est quand même un fait sociologique et politique majeur. Mais en revanche, ce qu'on perçoit dans l'espace public, c'est des manifestations de plus en plus vives, parfois violentes, parfois meurtrières, d'une identité religieuse extrêmement affirmée. Et je pense que les deux phénomènes sont liés, et que il y a une forme d'identiarisation de la religion par des personnes qui sont pris de panique par la sécularisation, et qui se réfugient dans une expression très identitaire de leur religion. Par ailleurs, les pratiques religieuses changent elles-mêmes. Il y a beaucoup moins de culte collectif, et il y a de plus en plus des personnes qui, l'expression est peut-être un peu malheureuse, mais qui bricolent leur religion à partir de ce qu'ils arrivent à capter sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui est en jeu aussi, c'est l'absence de la médiation. La personne qui pouvait vous conduire dans une réflexion théologique au sein d'une communauté, aujourd'hui, celle-là aussi est en difficulté. Et chacun a tendance à bricoler sa propre religion sur les réseaux sociaux. Et ça, bien évidemment, ça renforce le sentiment d'individualisation. Ce qui nous ramène aux questions d'enseignement, d'une certaine façon. Si chacun en est réduit à bricoler dans son coin ses propres convictions, est-ce que le combat laïque n'est pas en passe d'être perdu, puisque le combat de l'émancipation est en passe d'être perdu? Nous sommes assignés à résidence identitaire.
savez, demain, au Sénat, nous allons examiner une proposition de loi qui fait suite à la commission d'enquête qui avait été organisée par le Sénat sur le meurtre, l'assassinat de Samuel Paty. J'ai assisté à toutes les auditions. On n'imagine pas à quel point le choc de cette affaire, et puis malheureusement de celle qui est arrivée derrière avec Dominique Bernard, a choqué le monde enseignant. Le monde enseignant ne comprend toujours pas comment on a pu assassiner un professeur parce qu'il professait. Comment on a pu assassiner ce qui est la raison d'être majeure de notre République, c'est-à-dire l'école qui transmet des connaissances pour émanciper. Le monde enseignant est encore sous ce choc, un choc terrible. Et les enseignants que moi j'ai rencontrés nous disent que ils ont des difficultés à enseigner certaines disciplines, l'histoire-géographie, les sciences naturelles, enseigner des choses sur la sexualité, la reproduction, sur l'évolution, ça peut être très compliqué dans certaines classes. Donc, en effet, les enseignants sentent une affirmation de la religion qui aujourd'hui est un obstacle à des apprentissages qui sont des apprentissages réalisés en fonction de programmes. Moi, je suis très inquiet sur cette évolution-là, et je crois qu'il faut donner un soutien beaucoup plus important aux enseignants, parce qu'ils sont malheureusement, on l'a vu avec l'affaire Samuel Paty, au front, sur le front de ce qui est en train de se jouer en ce moment. Donc il faut une réaction collective qui soit fondée bien évidemment sur l'école publique, qui est la seule école de la République. Ces questions de religion, dont on voit bien qu'un certain nombre de groupes les revendiquent pour exprimer ce qu'ils pensent être, sont aussi... ne sont-elles pas instrumentalisées par un certain nombre de mouvements politiques qui s'en servent d'une certaine façon pour gagner ou se maintenir au pouvoir? Qu'on voit en fait, est-ce que ce n'est pas instrumentalisé? Ce qu'on voit en ce moment, c'est la victoire du sabre et du goupillon. Quand vous regardez d'un côté Poutine, l'alliance du complexe militaro-industriel avec l'Église orthodoxe, et de l'autre côté, aux États-Unis, Trump, l'alliance du même complexe militaro-industriel couplée à la tech de la Silicon Valley, plus les évangélistes. Voilà. Et vous avez là quelque chose qui est absolument mortifère, qui est une idéologie de type religieuse, qui est mise au service d'un discours de la puissance, de la force, qui vise, et c'est clairement revendiqué par Trump et Poutine, à saper les fondements même de la démocratie, telle qu'elle existe depuis Athènes et la Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc on en est là. Et quand on déplace le regard vers l'Orient, c'est la même chose. Des pays comme le Qatar ou l'Arabie saoudite travaillent exactement sur la même dimension, c'est-à-dire cette alliance du politique et du religieux qui est bien évidemment extrêmement dangereuse. Alors si nous en sommes là, c'est que nous avons reculé dans notre pays. Oui. C'est un constat. On a reculé. Oui, on a reculé sans trop s'en apercevoir. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que philosophiquement, on a oublié de comprendre ce qu'était réellement la philosophie dans son projet collectif de libération, tel que je l'ai décrit. Et puis parce que on a laissé tout doucement grignoter par la loi, par des dispositions réglementaires ou législatives, le corpus fondamental de la loi de 1905. Donc on a laissé faire des dérogations majeures, c'est-à-dire des territoires de la République sur laquelle ne s'applique pas la loi de 1905, l'Alsace-Moselle, la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, etc.
Et puis, tout doucement, notamment avec la dernière loi dite renforcement des principes de la République, l'État a accepté de céder aux religions un certain nombre de pouvoirs qui jusqu'à présent leur étaient interdits, comme par exemple la possession d'immeubles de rapport. Ah, ça, c'est possession des immeubles de rapport. Ça, c'est Monsieur Darmanin, un croisé de la laïcité, comme il se désigne lui-même, et qui fait passer ça dans la loi portant confortement des principes de la République. Donc on est dans un système où là aussi il y a une novlangue. Et pour une loi qui se dit défendre les principes de la laïcité, il y a un certain nombre de reculs qui ont été acceptés. Donc il faut revenir sur tout ça. Il faut revenir sur tout ça. Et moi je le dis souvent parce que je le vois au Sénat, le camp laïque est très faible. Pour vous en donner une idée, quand j'ai déposé, dans le cadre de la loi confortant les principes de la République, un amendement pour supprimer le régime particulier de la Guyane, il y a eu 30 voix pour. Voilà. Le camp laïque au Sénat, il pèse 30 voix aujourd'hui. Donc on a face à nous un travail de reconquête qui est très considérable. Alors il va nous falloir conclure bientôt. Vous parliez de l'organisation concordataire de l'Alsace-Moselle et cette assignation religieuse qu'on évoquait tout à l'heure et l'organisation sociale qui en découle, elle a déjà une existence dans ces départements d'Alsace-Moselle grâce au concordat. Il me semble que dans vos propos, on pourrait entendre que ça n'est pas la République qui va se déployer sur les zones concordataires, mais que c'est plutôt le concordat qui va commencer à se déployer sur le reste du territoire de la République. Alors comment pourrons-nous, en cette année de commémoration de la loi de séparation des églises et de l'État, faire que la laïcité redevienne, soit une réalité pour l'ensemble de nos concitoyens? Eh bien, j'ai une grande Est-ce qu'il y a une solution? J'espère. Mais j'ai une grande crainte, en effet, parce que j'ai suivi avec beaucoup d'attention le voyage du pape en Corse, où le cardinal qui le recevait a expliqué que lui était partisan d'une laïcité à l'italienne, c'est-à-dire laïcité dans laquelle, en ce moment, Madame Meloni a rétabli l'enseignement religieux. Voilà. Et j'ai le sentiment que le séparatisme territorial, dans lequel aujourd'hui pourraient être engagées un certain nombre de collectivités, la Corse, l'Alsace, mais aussi la Bretagne, pourrait amener à une forme de différenciation qui ferait que la loi de 1905 ne s'appliquerait plus sur la totalité du territoire. Donc, en effet, il y aurait une forme de colonisation, entre guillemets, du concordat Alsace-Moselle sur la totalité du territoire. Ouais. Ça, c'est des choses auxquelles il faut être extrêmement attentif. Il faut combattre en demandant l'inverse. Et l'inverse, c'est peut-être justement de réintroduire dans la Constitution une affirmation plus forte de ce qu'est la laïcité et de la façon dont elle doit s'appliquer sur l'ensemble du territoire national. Mais aujourd'hui, la laïcité est un principe constitutionnel. C'est inscrit dans la Constitution. La France est une république. Oui. Mais avec des grosses dérogations. Et voilà, et le Conseil constitutionnel a estimé que finalement, le concordat pouvait être maintenu en place, pour des raisons juridiques qui sont très, très discutables et que je ne vais pas détailler ici. Donc, on a besoin, à mon avis, de repasser par la Constitution pour réaffirmer le caractère constitutionnel de la laïcité. Merci Pierre Ouzoulias. Un mot pour conclure peut-être. Est-ce que ça n'est pas l'émancipation qui fait peur? Ah, mais ça fait toujours peur. Ça fait toujours peur. Et moi, je pense souvent je pense souvent à Spinoza. Spinoza qui a été exclu de sa communauté juive d'Amsterdam quand il a porté une critique factuelle et littéraire de l'Ancien Testament, en faisant remarquer qu'il était quand même très très difficile que Moïse ait pu écrire un livre dans lequel il décrit sa propre mort. Et malheureusement,
je crois qu'on en est encore là, c'est-à-dire que être libre, ça fait peur parce que devant il y a un vide sur lequel il faut construire et ça c'est toujours plus difficile. Construire, c'est le mot que l'on va retenir de notre conversation, puisqu'il faut bien garder un peu d'espoir. Je vous remercie, Pierre Ouzoulias. Je rappelle que vous êtes sénateur des Hauts-de-Seine et vice-président du Sénat. Peut-être aurons-nous l'occasion de reparler ensemble des principes républicains. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique Papon. À bientôt. Au revoir.